si ta conception de Dieu, c'est celle qui a été déformée, transformée, modifiée, celle qui a été vidée de son sens, ce Dieu-là n'existe pas. C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas lorsque nous écrivons Dieu n'existe pas. Parce que le concept qu'on t'a présenté de Dieu là, ça n'existe pas. Merci Saint-Toré. Voyez-vous, ça a été exactement, ça a été perverti. On a perverti cette notion qui est infiniment intelligente. Mais c'est pour ça que l'Africain a développé la science. Le jour où j'ai compris toutes ces choses que je vous dis, je me suis dit, mais attends, c'est dingue. Un autre homme est né en moi. Une nouvelle personne était née en moi lorsque je l'ai compris. J'ai compris que je tiens dans ma tradition la meilleure définition, la meilleure signification de Dieu. La meilleure conception. C'est pourquoi la meilleure religion au monde, c'est la science. Évidemment, c'est antinomique parce que la science n'est pas une religion. Mais vous avez compris le sens dans lequel je l'emploie. En gros, c'est une façon de dire que la chose qui t'apprend Dieu, ce n'est pas la religion. C'est la science qui te rapproche de Dieu. C'est pourquoi nos ancêtres ont développé une méthode pour se rapprocher le plus de Dieu. C'est pourquoi notre ancêtre Yamessou, quand il a écrit son papyrus de mathématiques, il a écrit, je crois, il a écrit, si ma mémoire est bonne, méthode efficace pour investiguer l'univers. Quelque chose comme ça. C'est écrit presque 2500 ans avant, hein, plus de 2000 ans avant vos Bibles, vos livres, soi-disant saints, nos ancêtres écrivaient à l'époque, et très peu, personne d'autre n'a écrit ce genre de choses-là. Ça veut dire que mes ancêtres avaient la méthode, avaient mis en place une méthode pour investiguer, c'est-à-dire que pour mener des investigations dans le réel, afin de comprendre les lois, les principes de fonctionnement qui gouvernent le réel. Et ça, c'est ma tradition. Et toi, tu viens me dire que je dois abandonner cette tradition, cette culture. D'abord, ton Bangala et même et tes seins qui sont longs. Donc, c'est pourquoi il y a des gens, tu te dis, mais attends, quand tu connais ce que nous connaissons et que tu entends un abruti en phase terminale venir insulter la tradition, la culture et les ancêtres, vous comprenez comment le Kémite se dit, mais on les regarde avec la pitié. On les regarde on les observe avec la pitié, et on se dit, mais c'est incroyable. Toutes ces choses-là, souvent, là on a le temps de développer, justement, et justement ça fait plaisir de voir, c'est une fois de plus, vous voyez que les gens aiment la connaissance. Il y a près de 1000 personnes depuis le début qui écoutent. Ça veut dire que les gens aiment l'intelligence, les gens aiment la connaissance, quand même. Les gens aiment quand même la connaissance, et ça c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'à la fois, on fait des débats, mais parfois également, on prend un temps pour expliquer en profondeur des notions de ce genre. C'est des enseignements. C'est comme ça que ça se passe même dans les universités. Hein. Ceux qui ne partent dans les universités, ils savent, c'est pas différent. Nous sommes en train de disséquer, nous sommes en train d'analyser, nous sommes en train d'opérer. Nous sommes en train d'investiguer. Et quand on n'est pas dans on n'est pas dans le fast-food de la pensée. On n'est pas dans le prêt-à-penser. Parce que le fast-food de la pensée, ça produit de l'obésité intellectuelle. Or, hein, le prêt-à-penser, c'est pas bien. C'est pas sain. Or, on prend le temps et les gens comprennent. En réalité, les gens, il faut simplement être pédagogue. On peut faire comprendre n'importe quoi à n'importe qui, pourvu d'avoir la patience
la connaissance, l'intelligence, le verbe, la capacité de trouver plusieurs moyens dans la tête pour comprendre l'état dans lequel l'autre est et savoir comment cette personne, si je me mets à la place de cette personne et que j'étais cette personne et que je ne savais pas ce que je sais actuellement et que j'ignorais totalement, quels seraient les moyens les plus efficaces pour commencer à susciter un début de compréhension dans le cerveau de quelqu'un? Quel exemple je peux prendre? Quelle formule je peux employer? Quelle allégorie je peux prendre? Quels sont les termes que j'utilise qui bloquent la compréhension de la personne? Quels termes je dois utiliser pour m'aligner avec le niveau de connaissance de l'autre? Ce sont ces éléments qui me viennent à l'esprit à chaque fois que je débat, que je discute avec quelqu'un, parce que je veux pouvoir faire comprendre à la personne. C'est ce qui explique souvent ma patience extrême et que je me mets, parfois j'ai de l'empathie pour la personne qui est en face. Des fois la personne m'insulte en face, mais je comprends que s'il m'insulte, c'est parce qu'il ne connaît pas. Et quelque part, ce n'est pas de sa faute. Les gens ont violé son cerveau depuis qu'il était enfant, il ou elle. Parce que oui, c'est du miel. Sécurisez s'il vous plaît les amis, j'ai prononcé le mot. Parce que c'est une forme de miel. Faire rentrer un dogme qui est dur, qui est extrêmement rigide, dans un cerveau qui est encore très fragile, c'est du miel mental. C'est un V mental. C'est un V psychologique. On V psychologiquement les enfants, mentalement, en faisant ce genre de choses. On devrait les laisser. Normalement, à un enfant, on doit lui donner les moyens d'abord d'analyser, de comprendre le monde, lui apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser, à réfléchir, à analyser, à déduire, à induire, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Eh bien, on fait du conditionnement. On fait du conditionnement. On fait de l'endoctrinement. Le conditionnement, l'endoctrinement, l'intimidation, la menace, le forcing. Tous ces éléments créent de la maladie dans le cerveau de quelqu'un et nous avons vu ça lors d'un live précédent. Ça produit ça crée des maladies telles que la schizophrénie, ça crée des troubles mentaux, des troubles de bipolarité, ça provoque un état d'angoisse et d'anxiété presque perpétuelle chez quelqu'un, ça crée un syndrome de stress post-traumatique, un SSPT, de stress post-traumatique. Les gens grandissent avec un stress post-traumatique parce que toute cette violence psychologique et mentale que les enfants subissent de la part des oustas, des imams dans les écoles coraniques laisse des séquelles graves. Des lésions sont parfois constatées dans les cerveaux jeunes lorsqu'on observe le cerveau des enfants qui sont exposés à des dogmes extrêmement rigides. Et les personnes à qui on confie ces enfants, ce ne sont pas vos enfants. Ils n'auront pas la même patience que vous. Ils n'ont pas été formés pour gérer les enfants. Quelle formation? Les gens dans les écoles de dimanche que vous partez déposer vos enfants là, ou dans les madrasas, on les tape. Et même quand on ne tape pas, on force, on intimide. Et donc,
Il est important d'observer donc, de comparer, d'analyser, de comprendre le fonctionnement de la chose afin de s'élever. Et si les personnes qui sont au fond de cette grotte-là, pour s'en sortir, ils doivent d'abord comprendre qu'ils sont enfermés dans une grotte. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que quelqu'un dans la grotte qui ne sait pas qu'il est dans une grotte, il ne risque pas de sortir de cette grotte parce qu'il ne sait pas qu'il est dans une grotte. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand on est dans un piège, la première façon de s'émanciper d'un piège, c'est déjà de prendre conscience qu'on est pris au piège. Une fois que tu as pris conscience que tu es pris au piège, tu éprouveras le besoin d'en sortir. Parce qu'en réalité, celui qui ne sait pas qu'il est prisonnier ne risque pas d'avoir envie de sortir d'une prison dont il ne sait pas qu'elle existe. Il y a une femme, comment elle s'appelle? Harriet Tubman, c'est elle, non? Elle avait dit, c'est une femme qui s'est beaucoup battue pour libérer les Noirs de l'esclavage. Elle a créé des routes, des voies entières où elle a incité plusieurs Noirs à se libérer des maisons esclavagistes et elle en a libéré plusieurs. Mais vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, elle a libéré un nombre incalculable de Noirs. Elle les faisait échapper discrètement des maisons esclavagistes. Elle a dit, j'aurais pu libérer encore plus d'esclaves s'ils savaient qu'ils étaient esclaves. Cette phrase-là, le jour où je l'ai lue pour la première fois, je me suis effondré. Je me suis effondré. C'est incroyable. J'ai arrêté la lecture, j'ai médité cette phrase plusieurs fois, je l'ai fait tourner dans mon cerveau. Ça m'a fait mal. Il y a des phrases comme ça. C'est une phrase dite par quelqu'un qui a été dans l'action, dans le feu du truc. Elle a vu, elle a compris. Elle dit, j'aurais pu libérer encore plus d'esclaves si seulement ils savaient qu'ils étaient esclaves. Ah. Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse ne pas savoir qu'elle est esclave? C'est le conditionnement. C'est le résultat du conditionnement, de l'endoctrinement. Quand tu es endoctriné, tu ne sais pas. Et quand tu mets ça en perspective, et en plus j'avais lu ça après avoir lu le livre de Aldous Huxley qui s'intitule Brave New World. Brave New World qui se traduit en français par Le meilleur des mondes. Un livre que je vous ai partagé d'ailleurs dans le groupe Telegram. Et après, Médusa, comment convaincre les autres qui sont restés dans la grotte? Très bonne question, Karl. Et surtout, Karl, reste avec moi, je vais t'expliquer. Tu verras que un drame, justement, est arrivé à ce moment-là. Un drame, justement, est arrivé à ce moment précis. Tu verras. Parce qu'il y a quelqu'un qui réussira à sortir de cette grotte-là. Il y aura un Médusa à l'intérieur là-bas. Et donc, vu que nous sommes en train de philosopher, et nous sommes donc en train d'analyser tous les éléments, nous sommes encore dans la grotte. Est-ce que vous voyez un peu comment, quand l'intelligence prend son temps, pour le moment, on n'est même pas encore arrivé là où il y a des gens qui tiennent le bâton là. On est encore en train d'analyser le fond de la grotte. Il y a tellement de choses à apprendre, rien que du fond de la grotte seulement. Exactement, Maya. Harriet Tubman a dit, j'aurais plus libéré encore davantage de Noirs s'ils savaient qu'ils étaient, davantage d'esclaves, s'ils savaient qu'ils étaient esclaves. Le problème, c'est que beaucoup, quand tu es né dans une forme de réalité,
tu as grandi dans cette forme de réalité.